Alors 2 mots sur le déroulé de cette soirée. Vous l'avez dit, Christian, il faut de la largeur de vue. Et cette largeur de vue, nous allons dans un premier temps l'exercer en découvrant, en s'appropriant le diagnostic territorial qui a été réalisé, qui est la base de la construction de ce PCAET. Ce diagnostic sera présenté en 2 temps. D'abord Théo Klein, représentant du bureau d'études explicites, et puis ensuite Bastien Marquier du bureau d'études Gamma Environnement. Un diagnostic que l'on pourra ensuite mettre en débat avec 4 invités qui ont répondu à l'invitation de Kosen Aglo. À l'occasion de cet échange avec les intervenants, la parole ne vous sera pas donnée dans la salle. Vous pourrez poser vos questions par SMS à un numéro qui s'affichera tout à l'heure. Et puis, lors des ateliers, 3 ateliers que je préciserai tout à l'heure, vous allez pouvoir justement mettre en débat ces éléments de ce diagnostic, faire des propositions d'action pour élaborer ce plan climat air, énergie territoriale et répondre aux ambitions qui ont été posées en introduction par M. Weiss et Mme Carollo. Et puis, nous aurons évidemment une petite pause pour nous restaurer et ensuite la projection du film Demain, un film important qui viendra, je pense, en écho aux propositions que vous ferez lors des ateliers. Sans plus attendre, parce que nous avons pris un peu de retard, j'invite Théo Klein, donc du bureau d'études explicites, chef de projet énergie-climat, à nous partager ce diagnostic territorial. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va prendre peut-être une vingtaine de minutes pour vous présenter le diagnostic du territoire. Donc tout d'abord un petit point méthodologique. Le profil climat, air, énergie du territoire a été établi sur le périmètre de l'agglo, donc qui concerne les 50 communes, les 78 000 habitants, et donc vous avez les principales caractéristiques. C'est un territoire qui est un peu plus dense que la moyenne régionale, qui est aux alentours de 110 habitants au kilomètre carré. Et notre méthodologie de travail, on s'est appuyé sur des données les plus réelles possibles, typiquement sur les données de consommation d'énergie. On s'est appuyé sur les données opérateurs, donc les données qui sont diffusées en open data, en open source. Et puis, on s'est appuyé aussi sur les données des acteurs du territoire. Donc, on a mené des entretiens, on a sollicité des données. Et puis, aujourd'hui, donc, on est dans une phase de restitution de ce diagnostic, mais aussi de partage et d'échange, sachant que ce diagnostic, il a aussi pour vocation d'être relu, d'être amendé. Donc, aujourd'hui, c'est une première restitution. On aura un format qui sera communicant de ce diagnostic. Donc là, vous le voyez en avant-première, mais il y aura également une restitution encore plus grand public, où il y aura des éléments plus synthétiques. Et donc, voilà, vous êtes amené à réagir, bien évidemment, dans l'ensemble du déroulé du PCAET sur ces productions. Donc, le PCAET et donc cette première phase de diagnostic concerne 6 thématiques. Donc, vous les avez, ça couvre les consommations d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la vulnérabilité du territoire au changement climatique, l'analyse des réseaux énergétiques, la qualité de l'air sur le territoire et puis le stockage de carbone sur le territoire. Donc là, on a assez peu de temps, mais je vais essayer de vous balayer l'ensemble des sujets pour qu'on puisse avoir une vue d'ensemble sur le profil climat, air, énergie du territoire. Alors, certains de notre production et de nos graphiques sont restitués, et notamment c'est le cas pour les productions d'énergie, pour les consommations d'énergie sous forme de graphiques. Et on présente les graphiques en dissociant les secteurs d'activité et puis également les typologies d'énergie, donc les vecteurs énergétiques qui sont mobilisés. Donc là, c'est un petit code couleur et un code pictogramme pour pouvoir s'y retrouver dans les graphiques qui suivent. Encore une fois, là, c'est une présentation orale. Vous aurez par la suite une restitution qui sera vulgarisée par écrit, où vous pourrez consulter un peu plus en détail l'ensemble des graphiques. Donc, tout d'abord, nous démarrons l'analyse par les consommations d'énergie. Donc là, vous avez un graphique qui présente à droite les consommations d'énergie par vecteur énergétique sans l'industrie à droite, et puis à gauche, sur l'ensemble du territoire. Donc, tout d'abord, prenons à gauche le graphique total. Ce qu'on remarque, donc, c'est qu'on a 60% des consommations du territoire qui proviennent de la ressource gaz. Donc, ensuite, 27% des consommations
sont issus de la consommation de produits pétroliers. Donc vous avez en orange et en jaune. Donc là, ça révèle une information importante. C'est le premier élément qui saute aux yeux quand on lit ce graphique de gauche, c'est la consommation d'énergie fossile du territoire. C'est-à-dire que sur le territoire, donc on a 12% d'électricité, tout le reste, on a 1% de bois, tout le reste correspond à des consommations d'énergie fossile qui sont extrêmement préjudiciables pour les émissions de gaz à effet de serre. La consommation de ces énergies entraîne des émissions de gaz à effet de serre. C'est des énergies, que ce soit les produits pétroliers, donc l'essence, le diesel ou le gaz naturel, sont des vecteurs énergétiques qui sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Donc là, c'est une première analyse. Et quand on retire le poste, en tout cas les consommations du secteur industriel, donc on a une répartition qui est tout autre. Là, les produits pétroliers ressortent vraiment beaucoup dans ce graphique. Ça révèle notamment les consommations qui sont issues des transports, qui sont majoritairement liées et associées au diesel et à l'essence. Donc voilà, donc là les enjeux sur cette consommation et sur ces deux graphiques de consommation, c'est dans un premier temps, numéro 1, l'enjeu c'est la substitution et la réduction, donc réduction des consommations et surtout la substitution des énergies fossiles vers des énergies décarbonées. Donc là, comme on le voit, il y a différents vecteurs énergétiques qui sont touchés. On va le voir par la suite. Différents secteurs sont également impliqués dans ces consommations d'énergie. Donc là, vous avez 4 graphiques. Les 2 graphiques que vous voyez à gauche concernent Cosen-Aglo. Les 2 graphiques à droite concernent, c'est une comparaison à l'échelle régionale. Donc encore une fois, les graphiques centraux concernent les consommations d'énergie par secteur d'activité en mettant de côté le secteur industriel, et ensuite les petits graphiques qui sont de part et d'autre, c'est pour les consommations totales du territoire à gauche et de la région à droite. Donc là, ça permet d'avoir un petit comparatif de la répartition des consommations par différents secteurs. Donc là, ce qu'on observe, alors effectivement, ça a été dit en introduction, donc sur le graphique à gauche, ce qu'on observe dans un premier temps, c'est qu'effectivement, il y a 83% des consommations d'énergie du territoire qui sont imputables directement aux activités industrielles. Donc ça, c'est un fait, et ça se mesure au travers de chiffres. Le reste des consommations sont ventilées avec le secteur des transports, le secteur résidentiel, les logements, et puis également le secteur tertiaire. Vous avez une répartition qui est tout autre d'un point de vue régional sur le graphique qui est extrêmement donc à droite, où là, on a une présence industrielle qui est bien plus faible, à hauteur de 23%, et donc du coup, la place des autres secteurs dans les consommations d'énergie prend plus de place. Maintenant, si on s'intéresse aux 2 graphiques qui sont au centre, où on évacue la question, en tout cas les consommations pour l'analyse, les consommations industrielles, on remarque que finalement la répartition est assez similaire par rapport à ce qu'on observe au niveau de la région, c'est-à-dire des consommations qui sont associées au mode de déplacement et des consommations qui sont associées au bâtiment, résidentiel, les logements et puis tertiaire. L'agriculture est présente, mais ne pèse pas beaucoup dans le bilan des consommations. Vous avez les mêmes graphiques, exactement, donc une comparaison Cosen-Aglo régionale avec, encore une fois, les graphiques de l'ensemble du territoire, les petits graphiques et les grands graphiques où le secteur industriel a été enlevé. Donc là, c'est un graphique qui présente les émissions de gaz à effet de serre par secteur. Et donc, encore une fois, là, on a pour le coup une différence quand on enlève le secteur industriel sur les 2 graphiques centraux. On se rend compte que la place, notamment de l'agriculture, est importante sur le territoire de Cosen-Aglo. On a ici 33% d'émissions de gaz à effet de serre qui sont imputables au secteur de l'agriculture, alors qu'on a seulement 5%. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a considéré dans ce bilan un bon nombre d'émissions non énergétiques qui pèsent fort dans le bilan. Et après, donc, les autres éléments à retenir, c'est qu'on a les autres postes contributeurs qui pèsent dans le bilan des consommations, que l'on va retrouver aussi dans ce bilan des émissions de gaz à effet de serre. Donc, encore une fois, 29% liés au transport routier, le traitement des déchets qui pèse pour 13%, le résidentiel pour 17%,
et le tertiaire pour 8%. Alors on a voulu faire quelques petits focus, je vais essayer d'aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais quelques petits focus sectoriels. Le premier, c'est un focus industrie, donc les activités industrielles. On a, ça représente à peu près 35% des emplois du territoire, ce qui est vraiment important par rapport à d'autres échelles plus larges. Donc premier secteur contributeur sur les consommations et les émissions de gaz à effet de serre. Et les enjeux, on les a un petit peu listés avec les pistes d'action. On a sur le territoire cartographié les zones à enjeu. On a la zone industrielle de Port-Jérôme-sur-Seine qui ressort fortement sur ce graphique, mais vous voyez qu'il y a aussi des activités un peu diffuses sur le territoire. Donc les enjeux, c'est, dans un premier temps, comment réduire les consommations, comment gérer l'efficacité énergétique des procédés. Et puis dans un second temps, c'est comment alimenter les procédés industriels avec des sources décarbonées. Donc comment aller récupérer la chaleur et la restituer, comment aller apporter des énergies renouvelables pour faire fonctionner les machines, etc. Et donc il y a tout ce travail de transition à faire sur ce secteur qui pèse énormément dans le bilan. Donc les leviers, c'est donc de développer l'utilisation des énergies fatales. Donc c'est les énergies qui sont perdues, qu'on ne mobilise pas actuellement, mais qu'on pourrait mobiliser. Et puis identifier des opportunités en termes d'économie circulaire, de réemploi, d'utilisation de matières, de flux. Donc voilà, il y a tout le conseil de développement travaille sur ces thématiques. Il y a déjà des études qui ont été engagées. Et donc là, l'objectif du PCAET, c'est de venir rajouter une couche, aller encore plus loin, pousser les initiatives pour que le secteur industriel s'engage également dans cette dynamique. Le focus sur les transports routiers. Alors, la carte, en fait, elle est un peu multithématique. Il y a beaucoup de choses, mais typiquement, ce qu'on voulait redire, c'était plutôt ce graphique qui nous intéressait. Donc là, vous avez la répartition des mobilités des actifs sur le territoire par distance. Donc, vous avez les actifs qui vont travailler en dehors du territoire. Ensuite, les actifs qui vont rester sur Cossan-Aglo et les actifs qui vont travailler dans leur commune de résidence. Et puis là, vous avez les différents modes de déplacement. Donc, alors, il y a bien évidemment des différences entre les actifs du territoire qui vont travailler à l'extérieur, qui vont travailler sur le territoire ou qui vont travailler sur leur commune. Mais ce qu'on observe, c'est que principalement, le moyen de déplacement, c'est la voiture. On n'est pas 100% voiture, mais on est quand même principalement en voiture, en mode de déplacement. Et donc là, bien évidemment, les enjeux, c'est d'aller faire un travail pour améliorer, insuffler des mobilités douces, des mobilités décarbonées, développer les transports en commun, même si sur certaines zones de faible densité, ça ne va pas être possible. Donc il va falloir jauger sur quelle est la meilleure solution pour utiliser des modes de transport qui sont décarbonés. Le focus résidentiel. Donc là, vous avez une carte qui présente les énergies dominantes par commune. Donc vous avez plusieurs énergies dominantes qui sont répertoriées. Donc vous avez le bois en vert, l'électricité en bleu, le gaz en jaune et les produits pétroliers en orange. Donc là, ce qu'on observe, c'est que le territoire, l'énergie dominante des communes, elle est assez bien répartie sur le territoire. Alors cette carte, elle ne veut pas dire qu'on consomme autant de bois que de produits pétroliers, que de gaz. On l'a vu dans le graphique initial, sur le territoire, on consomme 60% de gaz, 27% de produits pétroliers. Mais par contre, par commune, il se trouve qu'il y a des communes qui se dégagent particulièrement, avec notamment l'usage d'énergie renouvelable, le bois énergie. Et puis il y a d'autres communes qui sont desservies en gaz naturel, et donc qui ont cette énergie dominante. Donc là, vous avez également la répartition, un graphique qui présente la répartition des consommations d'énergie par usage et par énergie. Donc là, ce qui ressort dans le graphique, c'est qu'on a une grande partie de nos consommations qui sont liées à l'usage du chauffage dans nos bâtiments. Ce n'est pas une nouveauté et ce n'est pas une spécificité du territoire. C'est quelque chose d'assez classique. On a une répartition 70% de chauffage, c'est assez classique. Et donc, les principaux travaux qu'il faudra mener sur ce volet-là, ça sera de la sobriété énergétique dans l'usage du chauffage, ça sera de l'efficacité énergétique pour aller rénover des bâtiments, rénover des logements. Et donc c'est sur ces deux axes qu'on pourra travailler dans un premier temps, au-delà de l'intégration des énergies renouvelables au bâtiment.
Alors juste oui, un petit élément, on a remis également la répartition de la construction des bâtiments par ancienneté. Et donc ce qu'on a observé, c'est qu'il y a le patrimoine bâti sur le territoire de l'agglo est assez ancien, donc il y a quand même des potentiels de rénovation importants. On a une répartition qui est assez favorable sur des travaux de rénovation liés à cette ancienneté des bâtiments. Alors le focus résidentiel, on a refait deux petites cartes, mais je vais aller très rapidement dessus. La première carte, c'est une consommation de chauffage par mètre carré. Donc là, c'est une répartition par commune qui permet de se représenter un petit peu quelles sont potentiellement les communes sur lesquelles il va y avoir prioritairement des travaux d'efficacité énergétique à mener ou alors des conseils de sobriété à mener. Donc on voit qu'il y a une disparité entre les consommations de chauffage du territoire et donc c'est représenté sur cette carte. La seconde représente la part de bois dans le chauffage des ménages. Et donc là, encore une fois, on a une disparité. Les données sont assez diverses. On a entre 3% de part de chauffage dans les ménages dans certaines communes et ça peut monter jusqu'à 45%. Donc là, les leviers d'action, c'est la sensibilisation sur les comportements, encore une fois, tout ce qui a trait à la sobriété, les plans de rénovation et puis le développement des énergies renouvelables au bâtiment. Le focus tertiaire, encore une fois, je suis désolé d'aller assez vite. On a 63% des emplois du territoire qui concernent ce secteur d'activité, donc c'est pas rien. Donc 40% sont imputables à la sphère publique. Donc là, vous avez le graphique qui présente la répartition des emplois par filière. Donc vous voyez que c'est assez diversifié. Il y a quand même les bureaux qui ressortent et les administrations et les services sociaux et médico-sociaux. Dans la répartition des consommations d'énergie qui se trouve juste au-dessus, qu'est-ce qui ressort? C'est à peu près une équivalence entre les consommations d'électricité et consommations de gaz. Il y a tout de même encore 15% de consommation de fuel pour le chauffage notamment des bâtiments tertiaires. Et donc là, il y a encore un levier d'action pour aller décarboner cette activité. Donc on a reprécisé quelques leviers d'action. Encore une fois, l'atelier qui suivra permettra d'échanger sur les pistes d'action favorables, en tout cas prioritaires à mettre en œuvre sur les différents secteurs d'activité. Alors, un petit mot sur la facture énergétique. Qu'est-ce que veulent dire tous ces chiffres de consommation ? Il y a un lien direct entre le changement climatique et notre porte-monnaie. C'est-à-dire que nos consommations d'énergie induisent des émissions de gaz à effet de serre, et ça impacte directement le changement climatique qui est en cours. Et le deuxième volet, c'est que les consommations d'énergie ont un coût. Alors quel coût ? Il est là. Le coût pour le territoire, c'est 731 millions d'euros par an. C'est-à-dire que toutes les dépenses sur l'année 2014, tout acteur confondu, industriel, citoyen, collectivité, ça représente un volume financier de 731 millions d'euros. Donc vous voyez, il y a le secteur industriel, bien évidemment, qui ressort beaucoup dans cette facture énergétique parce qu'il y a énormément de consommation d'énergie qui sont comptabilisées. Mais les autres secteurs ne sont pas en reste. Vous avez tout le secteur résidentiel et une partie du secteur transport routier qui est à la charge des ménages du territoire. Donc, tout un travail sur la transition énergétique, la réduction des consommations, implique bien évidemment une réduction de la facture énergétique. Là, dans un scénario tendanciel, on se situe plutôt sur une continuité, une hausse de la facture énergétique. Pourquoi ? Parce qu'on ne maîtrise pas du tout les flux énergétiques qui viennent de l'extérieur du territoire. Les produits pétroliers, le gaz, sont des énergies fossiles qu'on ne maîtrise pas son coût. On ne sait pas combien ça va coûter, ça peut fluctuer. Et il y a des hypothèses qui ont été faites par l'ADEME sur des hypothèses assez hautes d'une augmentation de 70% du coût des produits pétroliers et du gaz à horizon 2030. Alors là, l'impact, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à horizon 2030, cette facture, elle pourrait passer de 731 millions d'euros à plus d'1 milliard. Donc voilà, vous avez un impact direct sur la facture énergétique de ce que veut dire un scénario tendanciel où on ne fait rien. On est impacté non seulement sur les volets sanitaires du changement climatique, mais également sur notre facture énergétique.
Alors un petit point sur le stockage de carbone sur le territoire, c'est un élément réglementaire du PCAET. On évalue quelle est la contribution actuelle de la forêt, de l'agriculture, des zones vertes en ville pour le stockage de carbone sur le territoire. Donc là, vous avez un graphique qui restitue en haut la contribution. Donc on a 81 000 tonnes d'équivalent CO2 qui sont stockés par la forêt et 21 qui sont stockés par les espaces agricoles. Donc voilà, ça montre deux enjeux. Enfin, les enjeux qui sont soulevés, il me semble qu'on les a remis, c'est la préservation des espaces forestiers et agricoles. Là, vous avez les graphiques qui sont restitués, c'est-à-dire que vous avez les deux histogrammes qui présentent le stockage de carbone dans ces deux espaces, la forêt et l'agriculture, qui nous donne ce grand histogramme de stockage brut par le territoire. Et ensuite, il y a des éléments défavorables. Alors, quels sont les éléments défavorables qui perturbent ce stockage naturel de carbone ? Le premier, c'est le déstockage bois-énergie. Donc, on comptabilise tout de même, parce que l'exploitation de la forêt permet de stocker du carbone, mais forcément, quand on en consomme, quand on brûle du CO2, il est relargué à l'atmosphère. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis le deuxième élément, qui est surtout impactant sur le territoire, qui dépasse le déstockage bois-énergie, c'est le changement d'affectation des terres. On a évalué depuis une vingtaine d'années, plus de 25 ans, toutes les surfaces qui ont été grignotées par l'étalement urbain sur les terres agricoles, sur les espaces forestiers. Et finalement, ce n'est pas du tout anodin dans le bilan global. Et donc, en fait, lors de ce changement d'affectation des terres, il y a eu un relargage de carbone qui se trouve dans le sol vers l'atmosphère. Et donc, c'est préjudiciable sur ce bilan des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça contribue aux émissions complémentaires de gaz à effet de serre. Donc voilà, les leviers d'action sur cette thématique, c'est la préservation des espaces, comme je vous l'ai dit, c'est le changement des pratiques agricoles, puis vous avez également l'optimisation de la récolte de bois-énergie. Alors un autre volet qui concerne les énergies renouvelables sur le territoire, encore une fois on est sur le diagnostic, on n'est pas encore dans les pistes d'action, mais vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a sur le territoire aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on a comme type d'énergie renouvelable consommée sur le territoire ? Eh bien, on a presque 88% des consommations d'énergie viennent de la ressource bois-énergie. Donc on a, via les chaufferies, la chaufferie qui se retrouve à Port-Jérôme-sur-Seine et aussi les consommations dans les logements, presque l'intégralité des consommations d'énergie renouvelable vient de la ressource bois aujourd'hui. Il y a quelques projets photovoltaïques, on a quelques projets solaires thermiques. Ça reste à la marge encore aujourd'hui. On va dire que c'est des filières émergentes sur le territoire. Alors, je tiens à préciser également sur ce graphique, ne prend pas en compte l'unité de valorisation énergétique qui se trouve à Lillebonne et qui vient compléter ce bilan. On a une grosse production de vapeur et une bonne production d'électricité qui est liée à la valorisation énergétique des déchets et donc qui permet notamment d'alimenter les sites industriels. Donc voilà, on a grosso modo cet apport de l'unité de valorisation énergétique des déchets qui apporte un gros volume d'énergie, de récupération. Elle n'est pas considérée comme une énergie renouvelable, mais c'est plutôt une énergie de récupération. C'est-à-dire qu'on va utiliser la chaleur de l'incinération pour pouvoir alimenter des process industriels ou des bâtiments. Et puis ensuite, les autres énergies renouvelables sont celles qui sont présentées sur ce graphique. Donc vous avez à peu près, aujourd'hui sur le territoire, 5% des consommations d'énergie hors industrie qui sont couvertes par les sources ENR, en excluant l'usine d'incinération des ordures ménagères. En le prenant en compte, on passe à un niveau supérieur, donc on est quand même un peu mieux déjà. Sur le potentiel, donc on a fait un travail de regarder quels sont les potentiels du territoire et quelles étaient les possibilités de développement des sources ENR. Donc ce qu'on regarde et ce qu'on a regardé, c'était dans un premier temps les potentiels techniques et puis ensuite les potentiels économiques, les modalités de production, etc. Et donc le bilan, il est assez diversifié. Le territoire, il a diverses sources de potentiel, sources d'exploitation de gisements ENR. On a une bonne partie qui concerne la chaleur fatale, 22%, qui constitue en fait l'énergie thermique qui se dégage des procédés industriels. Donc là, il y a déjà des études qui ont été menées. Donc l'objectif du PCAET, c'est d'aller voir un petit peu, creuser un peu plus cette question pour mettre en place des initiatives sur ce sujet. Ensuite, vous avez la géothermie.
donc extraire les calories du sol. Le solaire thermique, la méthanisation, donc la conversion de déchets agricoles, agroalimentaires en biogaz. Les éoliennes, même si le territoire est assez contraint sur une bonne partie des zones du territoire, on a des zones potentielles pour l'accueil d'éoliennes. Puis également l'énergie photovoltaïque. Vous voyez, l'énergie biomasse dans le bilan global représente que 5%, parce que le bilan ne considère que les périmètres intrinsèques de la collectivité. Il se trouve que la filière bois doit se voir à une échelle beaucoup plus large. On a une échelle d'approvisionnement beaucoup plus large que l'agglo. Donc finalement, ce potentiel sera beaucoup plus large quand on dézoome un petit peu sur le territoire. Donc voilà, les leviers d'action, alors le premier c'était de regarder quels sont les potentiels. Ensuite, il va falloir creuser un petit peu les potentiels. C'est ensuite d'expérimenter des nouveaux modèles, parce que souvent, pourquoi on ne développe pas les énergies renouvelables? Quel est le frein? Souvent, on a des freins qui sont financiers. On a du mal à mettre en œuvre parce que ça coûte plus cher, parce qu'on n'a pas forcément les compétences techniques sur le territoire, on n'a pas forcément les références. Et donc du coup, le PCET, au travers des actions qu'il doit mener, doit apporter ces éléments, doit apporter ces pistes d'action, cette montée en compétences, ce développement de projets pour massifier l'énergie décarbonée sur le territoire. Alors, le dernier point de la présentation du diagnostic concerne les vulnérabilités du territoire au changement climatique. Alors, ça a été dit en introduction et bien dit sur l'importance de mener cette politique locale de transition énergétique et climatique au travers de ce PCAET. Pourquoi on le fait ? Le premier bilan qui a été fait, c'était l'augmentation des températures. Donc là, vous avez un graphique en bas à gauche qui représente l'augmentation des températures depuis 1960 jusqu'à 2015. Mais si vous voulez, le graphique continue tendanciellement. Donc vous avez en rouge la courbe moyenne. Donc ce qu'on observe, c'est qu'il y a une augmentation, alors qui certes n'est pas continue, elle est discontinue. Il y a des années plus chaudes, des années moins chaudes, mais globalement, il y a une tendance à l'augmentation. Et donc c'est ce qui est observé sur l'ensemble du globe, c'est ce qui est observé en France, et c'est également ce qui est observé sur le territoire. Donc les impacts, on va les voir par la suite, ils sont multiples. Et en tout cas, l'augmentation de la température a un lien direct avec les émissions de gaz à effet de serre, pour lequel on a des leviers d'action. Donc les périls climatiques qui sont observés sur le territoire, ils sont multiples. Il y a en gros 3 classes principales de périls climatiques. Il y a les inondations et puis les effondrements de marnières, les effondrements de falaises, qui sont directement liés avec les épisodes et les catastrophes climatiques. D'où l'intérêt de les traiter avec une très grande attention. Donc là, vous aviez, alors je suis passé très vite, mais vous avez une carte du nombre de périls qui ont été enregistrés depuis 1982 sur le territoire par commune. Et donc ça présente un petit peu quels sont les territoires et quelles sont les communes qui ont été le plus touchées par les périls climatiques. Donc là, encore une fois, les principaux périls climatiques sont les mouvements de terrain et les inondations sur le territoire. On a dressé un peu une liste, je ne vais pas tous les commenter, mais c'est les principaux domaines, secteurs du territoire qui sont vulnérables, qui sont impactés aujourd'hui par le changement climatique et qui le seront d'autant plus par la suite. Et donc voilà, les principales vulnérabilités, donc, dans un premier temps, c'est sur la santé. Nous, tous, concitoyens, donc, on a une nécessité de développer une politique d'adaptation pour notre survie, parce que on a nos populations qui sont menacées par les canicules, par la ressource en eau, par les catastrophes climatiques, la qualité de l'air, le phénomène d'îlots de chaleur en ville, l'érosion de la biodiversité. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont être exacerbés par le changement climatique, qui vont être modifiés par le changement climatique, accrus par le changement climatique, et qui vont venir impacter notre santé. Donc ça, c'est un élément majeur qui devrait nous conduire à avoir une politique d'adaptation forte. Et ensuite, vous avez les autres secteurs. On a relevé notamment des problématiques de quantité et de qualité d'eau sur le territoire. C'est un gros enjeu sur le territoire. Aussi les risques industriels, bien évidemment. On a forcément, avec les changements climatiques, il faut anticiper les choses, il faut prévoir les choses. Il y a des plans qui sont prévus à cet effet, mais en tout cas, il faut les mener à bien. Et le PCAET est là aussi pour s'assurer que le plan d'adaptation couvre bien l'ensemble des sujets. Voilà, donc je vais passer à la prochaine diapo, mais vous aurez le loisir de rentrer dans les détails par la suite. Oui, un dernier élément sur la qualité de l'air. Encore une fois, là, on présente vraiment des éléments très synthétiques sur plusieurs polluants qui ont été mesurés sur le territoire, en émissions sur le territoire. Donc, il
il y a vraiment deux choses à savoir sur la qualité de l'air, c'est savoir où est-ce qu'on émet le polluant atmosphérique et finalement où est-ce qu'il se concentre. C'est deux choses différentes. Il peut y avoir un brassage qui fait que les concentrations de polluants atmosphériques, c'est-à-dire les lieux où le polluant va être le plus préjudiciable pour le territoire, les activités et la population, et les émissions. Donc là, on va avoir une dissociation entre les deux. Là, on présente le bilan des émissions de gaz à effet de serre, de polluants atmosphériques par secteur. Et donc là, c'est assez diversifié en fonction des différents polluants. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais typiquement, vous avez une répartition diverse entre les activités industrielles, les contributions de l'agriculture, également les logements qui contribuent à certaines de pollutions atmosphériques. Et donc voilà, on tient à rappeler qu'en 2017, par exemple, il y a eu des procédures d'alerte qui ont été menées en Seine-Maritime. Il y en a eu 7 pour les pollutions aux particules fines et puis 4 pour l'ozone. Donc c'est-à-dire que cette problématique de qualité de l'air, elle est prégnante sur le territoire, elle est existante. On a des pics qui, même s'il y a globalement une qualité de l'air qui est bonne sur le territoire, il peut y avoir des pics de pollution. Et puis il peut y avoir surtout des phénomènes d'exposition longue, pas forcément dépassant les seuils, mais qui fait que du coup il y a des problématiques liées à des enjeux sanitaires. Donc là vous aviez une liste de quelques enjeux sanitaires et en tout cas les impacts pour la santé liés à ces émissions de polluants atmosphériques. Ce qu'on observe et pourquoi on traite la qualité de l'air, c'est que les enjeux sont croisés avec l'énergie et les gaz à effet de serre. On a des secteurs qui produisent des consommations d'énergie, qui vont également produire des polluants atmosphériques. Donc c'est pour ça qu'on croise les deux enjeux, qualité de l'air et changement climatique, au sein même d'un même document. Voilà pour la synthèse extrêmement rapide du diagnostic. J'espère ne pas vous avoir trop noyé dans les chiffres. Encore une fois, je vous réexprime ma volonté d'avoir aussi des échanges, pas seulement descendants, mais aussi remontants sur des éléments d'acteurs et vous, votre vision du territoire pour amender ce diagnostic, pour apporter des compléments. Il y aura donc une synthèse communicante qui sera produite et puis il y a également des rapports très détaillés qui sont fournis. Voilà, donc je vous invite à participer à ces phases de relecture, de commentaires de ces étapes. Merci beaucoup Théo Klein pour ce panorama. Donc vous l'avez dit, d'autres supports détaillés sont à disposition et je le précise, tout à l'heure dans les ateliers, vous pourrez retrouver Théo ainsi que 2 de ses collègues, chacun répartis dans les 3 ateliers, et donc ils pourront alimenter vos réflexions, vos débats, des éléments de diagnostic qui ont peut-être été passés en revue rapidement à l'instant. Bastien Marquier, vous représentez le bureau d'études Gamma Environnement. J'aimerais qu'on puisse vous entendre sur l'évaluation environnementale. Bonsoir à tous. Oui, donc le bureau d'études Gamma Environnement dont je fais partie a été missionné sur la partie évaluation environnementale. Alors, pas uniquement sur la partie PCAET, je vais élargir un petit peu le débat parce qu'on l'a vu tout de suite, en fait, quand on parle politique énergie, c'est en lien avec tout un tas d'autres thématiques qui sont notamment liées à l'aménagement du territoire, puisque quand on fait de l'aménagement du territoire, on a des choix qui impactent directement la politique énergie-climat, la consommation d'énergie, les dégagements à effet de serre, de gaz à effet de serre, etc. Donc là, sur la politique, sur l'évaluation environnementale du PCAET, on est sur des démarches qui sont en parallèle, 3 démarches en parallèle. Il y a la démarche SCOT. Alors, je vais expliquer rapidement, mais de manière très générale. Le SCOT, c'est ce qu'on appelle en fait le schéma de cohérence territoriale. Ça veut dire qu'à l'échelle de l'ensemble de votre territoire, une 50aine de communes quand même, on est sur un territoire relativement large. L'idée, c'est vraiment d'organiser l'aménagement du territoire en pôles, essayer de définir une armature de territoire pour essayer de définir bien où est-ce qu'on va flécher la production de logements, où est-ce qu'on va développer l'activité, où est-ce qu'on va accueillir les principaux équipements, comment on va organiser les mobilités entre ces différents pôles, etc. Et tout ça aura évidemment un impact relativement important sur la partie énergie-climat. Deuxième document qui doit être évalué sur le plan environnemental, c'est le document qu'on appelle le PLUI. Alors, désolé pour les acronymes. PLUI, c'est Plan local d'urbanisme intercommunal. C'est une déclinaison un petit peu plus précise que le SCOT qui permet de traduire vraiment à la parcelle, au travers d'un zonage que tout le monde peut consulter ensuite, quel est le droit à bâtir, quel est le droit à construire par secteur. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on préserve des secteurs agricoles qui sont uniquement dédiés à la partie vraiment activité agricole? Est-ce qu'on préserve des endroits
qui sont plus à connotation naturelle, qui ont une certaine valeur environnementale, paysagère, patrimoniale, est-ce qu'on les préserve de l'aménagement? Et puis ensuite, quels sont les secteurs urbains ou urbanisés sur lesquels on va développer l'aménagement du territoire? Donc Cosenaglo a eu justement la bonne idée de mener ces différentes démarches ensemble pour qu'il y ait un petit peu de transversalité, puis qu'on arrive à voir en quoi les objectifs en matière d'énergie-climat sont intégrés dans la politique d'aménagement du territoire au global, et en quoi la politique d'aménagement du territoire est cohérente avec les objectifs qu'on se fixe en termes d'énergie-climat. Alors, nous, on n'est pas directement les faiseurs, je dirais, du SCOT et du PLUI et du PCAET. Ça, c'est le travail, je dirais, de la maîtrise d'ouvrage, hein, c'est le travail de la collectivité territoriale qui, elle, va définir ses objectifs, définir un niveau d'exigence, définir des moyens d'action, des leviers à mobiliser. Nous, on a vraiment une mission qui est d'évaluer quels peuvent être les impacts environnementaux des choix qui sont opérés. Et puis d'essayer de voir en quoi les différents choix qui sont opérés sont cohérents entre eux. Parce qu'évidemment, on est sur quelque chose d'assez global. Hein. Quand on fait de l'aménagement du territoire, on est sur un projet assez global. Et à chaque fois qu'on touche à un levier, eh bien, on peut impacter les autres thématiques. Et donc nous, on est là aussi pour regarder ça. Alors l'évaluation environnementale, c'est d'abord, on l'a mis, un outil d'examen des impacts potentiels. Donc là, ça veut dire, je donne des exemples assez généraux, mais disons, si la collectivité fait le choix de développer plutôt le bois énergie, en quoi ça peut impacter la qualité de l'air. Si la collectivité fait le choix de partir sur un développement du solaire au sol, en quoi ça peut impacter la consommation de foncier potentiellement valorisable sur le plan agricole, urbain. Si la collectivité fait le choix de développer le solaire sur toiture, en quoi ça peut impacter, par exemple, la qualité de votre patrimoine bâti, par exemple. Donc c'est des questions comme ça qui se posent, mais voilà, qui sont assez importantes. C'est aussi un outil de justification, l'évaluation environnementale. Nous, on sera là aussi pour... on a un devoir d'explication. On doit en fait expliquer, notamment aux services de l'État, qui vont regarder la teneur du projet de territoire, en quoi les choix qui sont opérés, les choix qui sont validés par la collectivité, ont un impact positif, ou en tout cas le moins négatif possible, sur certains points, sur l'environnement au sens large. Ça veut vraiment dire pas seulement la thématique énergie-climat, l'environnement au sens large. Nous, on va regarder vraiment l'ensemble des thématiques, la ressource en eau, tout ce qui est biodiversité, trame verte et bleue, la question des risques qui a été évoquée tout à l'heure. Donc voilà, ça dépasse un peu la politique énergie-climat. C'est un outil aussi, l'évaluation environnementale, d'aide à la décision. C'est-à-dire que nous, on ne s'inscrit pas uniquement il ne faut pas voir l'évaluation environnementale comme une espèce de sanction en fin de document qui vient définir quels sont les impacts positifs et négatifs des choix. Nous, on doit aussi avoir un rôle un peu de guide sur les choix pour essayer de dire le plus tôt possible quels sont les impacts de ces choix et essayer éventuellement faire ressortir des points de vigilance ou valider des bons points. Donc voilà sur la partie évaluation environnementale. Voilà. Sur cette diapo, sans rentrer dans le détail, parce qu'on n'a pas le temps ce soir d'aborder vraiment l'ensemble des thématiques de l'environnement, et sur les 3 documents de planification dont j'ai parlé tout de suite, l'idée c'est d'essayer déjà de se poser des questions un peu générales sur quelles sont les implications sur différentes thématiques des choix qui seront faits en matière d'énergie-climat et inversement en matière d'aménagement du territoire. Alors très, très basiquement, quand on regarde le territoire, notamment le milieu physique, on voit qu'on est sur un territoire qui est assez particulier, qui est entaillé par la Seine dans sa partie basse, mais aussi avec une partie plateau entaillée par différentes vallées. On a une topographie assez particulière, on a des coteaux qui sont occupés par des boisements, on a des plateaux sur le haut du territoire qui sont plutôt typiques des paysages du Pays de Caux. Donc tout ça, il y aura des questions à se poser sur l'aménagement du territoire, sur quel secteur on développe en priorité, par rapport à quels enjeux environnementaux, et comment on peut inclure la question énergétique sur ce point-là. Ça veut dire comment on peut profiter notamment des apports solaires passifs, comment on prend en compte la topographie, le contexte urbain dans l'exploitation du solaire, de l'énergie, j'ai envie de dire, gratuite du soleil. Il y a la question paysagère. Évidemment, on a un territoire, alors c'est très général ce que je dis, mais c'est relativement vrai chez vous. On a un territoire
qui a une grande diversité paysagère, je le disais, entre la partie vallée de Seine, les coteaux boisés, la partie Pays de Caux, qui a un patrimoine assez particulier. On a des richesses patrimoniales qui sont assez spécifiques au territoire, notamment sur la partie archéologie. Donc comment le développement des énergies renouvelables peut intégrer cette question richesse paysagère et patrimoniale de votre territoire. Parce que là, évidemment, la richesse paysagère et patrimoniale de votre territoire, c'est aussi un vecteur d'attractivité, de développement de votre territoire. Il faut qu'en même temps, qu'on ait cette politique énergie-climat ambitieuse de développement des ENR, et bien on puisse aussi se poser la question de quel est l'impact pour le côté paysage et patrimoine bâti. On l'a vu tout à l'heure aussi sur la question paysage et patrimoine. Ça a été évoqué, hein, il y a un levier très fort sur votre territoire. On a un patrimoine bâti qui est relativement ancien, pour une partie, potentiellement énergivore. Du coup, l'idée, c'est de se poser la question, est-ce qu'on ne va pas flécher plutôt le développement sur de la réhabilitation de logements, de la lutte contre la vacance, pour essayer de valoriser le patrimoine bâti existant, essayer de le moderniser, essayer de réduire la vulnérabilité, je dirais, énergétique, plutôt que d'aller en extension, où on va consommer des terrains et dégager du gaz à effet de serre par des opérations qui sont en extension de l'urbanisation actuelle. Donc c'est toutes ces questions qu'on va se poser. Les questions sur la ressource en eau, avec le potentiel hydroélectrique qui est relativement faible chez vous, mais qui pose la question aussi des continuités écologiques, comment on arrive à éventuellement, ponctuellement, profiter de cette énergie, mais sans entraver la circulation des poissons, des sédiments, etc. C'est des questions qui se posent aussi. Voilà. Autre thématique, sur les espaces naturels. Aujourd'hui, les politiques d'aménagement du territoire sont très axées sur la préservation de tout ce qui est terrain à vocation ou à valorisation agricole et naturelle. C'est-à-dire qu'avant de penser en extension de l'urbanisation existante, eh bien, la collectivité doit être en mesure d'expliquer en quoi elle a d'abord regardé son patrimoine, l'existant, comment elle peut le valoriser, comment elle peut densifier les secteurs déjà bâtis. Et tout ça, ça pose la question de comment on peut protéger les espaces naturels qui sont nombreux sur votre territoire, notamment au niveau de la vallée de Seine. Et autre question à mettre aussi en parallèle avec la partie énergie, comment on peut, par exemple, exploiter le bois énergie sans impacter les ressources locales, comment on peut les gérer durablement, etc. L'activité industrielle, on l'a vu, pas mal de questions aussi en lien avec les risques, en lien avec l'exploitation de l'énergie fatale, en lien avec quels sont les impacts potentiels du développement de cette activité qui est quand même assez cruciale localement, on l'a dit, ça représente une part d'emploi assez importante, sur l'environnement, notamment en fond de vallée de Seine. Les questions de la trame verte et bleue aussi, des continuités écologiques. On a beaucoup de continuités écologiques qui sont structurantes sur votre territoire, qui sont valorisées par pas mal de zonages reconnus de manière régionale, voire au-delà. Hein. On a un PNR qui impacte votre territoire. On a des grandes continuités écologiques qui sont structurantes, qui sont à préserver. Comment on aménage le territoire et comment on peut développer les ENR, notamment le bois, en prenant en compte cette thématique trame verte et bleue, et notamment trame verte sur votre territoire. Et puis, les questions de mobilité aussi. On l'a vu tout de suite hein, avec le diagnostic qui a été rapidement présenté. On a une forte dépendance sur votre territoire à la voiture. C'est-à-dire que les gens, que ce soit pour leur déplacement au quotidien ou pour leur mobilité professionnelle, en fait, sont dépendants de la voiture hein, pour leur déplacement. On a une forte proportion de déplacements qui se fait en voiture, très, très, très majoritaire. Comment l'aménagement du territoire peut réduire cette dépendance à la voiture ? Parce qu'on ne peut pas être uniquement sur des questions de comment on peut développer le transport en commun, comment on peut faire plus de mobilité douce, comment on peut faire plus de mobilité décarbonée. D'abord, il faut aussi se poser la question de comment l'aménagement du territoire, par un aménagement de proximité des lieux, par une meilleure structuration au niveau des pôles, une proximité entre les équipements, le bâti, le résidentiel, les zones économiques, comment cet aménagement du territoire, d'un point de vue global, incite ou n'incite pas les gens à avoir recours à des modes de déplacement qui sont alternatifs à la voiture. Donc ça, c'est des questions qu'on aura aussi à se poser dans le cadre de l'évaluation environnementale globale.
Voilà, alors on avait rappelé sur cette diapo, mais je viens un petit peu en débordant d'en parler. Il y a vraiment en matière d'aménagement du territoire, et c'est tout l'intérêt d'avoir lancé ces 3 démarches de concert, on a vraiment au niveau de l'aménagement du territoire des leviers forts d'économie d'énergie, des leviers vraiment qui sont très forts et qui peuvent être vraiment cohérents avec le diagnostic qui nous a été présenté tout à l'heure sur la partie énergie. On vient de le voir, on a une forte dépendance à la voiture, donc c'est ce que je disais. Quels sont les choix urbains qui vont favoriser la mise en place, la rentabilité, par exemple, d'un système de transport collectif, la mise en place de mobilité douce par des aménagements dédiés ou par une proximité. Le patrimoine ancien, j'en ai parlé aussi, hein, ça c'est un autre levier fort sur votre territoire, le patrimoine bâti, avec là aussi, pas seulement se poser la question de comment on développe les ENR, mais comment on fait de l'économie d'énergie et de l'efficacité énergétique sur les logements qui sont existants. Et puis aussi, comment on arrive à concilier le développement des ENR et le développement du territoire avec la préservation d'espaces naturels qui font un petit peu aussi la caractéristique et la richesse de votre territoire, et aussi donc son attractivité, sa qualité de vie, etc. Voilà, c'était juste pour essayer de vous dresser un petit peu les questions qui vont se poser au travers de l'évaluation environnementale, pas uniquement en lien avec la partie énergie, mais aussi avec la partie aménagement du territoire au sens large. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bastien Marquier.